un peu à la sauvage. Hein, donc, OK pour que vous ayez mes diapos, mais pour vous et pas pour mettre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un problème, de deux problèmes. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'aller vite. L'alimentation et l'olfaction. Donc, on peut considérer que quasiment la totalité des enfants ou des patients, des patients, oui, avec un syndrome Charge auront un jour ou l'autre des difficultés alimentaires. Alors, juste 2 secondes, c'est vrai que vous entendez souvent parler de troubles de l'oralité alimentaire. Alors, c'est un très joli mot, l'oralité alimentaire. C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, donc je ne vais pas cracher dessus maintenant, mais il a beaucoup d'inconvénients aussi. Il a l'avantage d'être flou, d'être multicause, d'être symbolique de toutes les fonctions de la bouche, mais il a pour inconvénient les avantages, c'est-à-dire son flou, ça ne veut rien dire. Et donc, on a arrêté de s'en servir, sur le temps qu'il était intraduisible, parce qu'orality en anglais, ça n'existe pas. C'était un mot issu de la psychanalyse française. Pour maintenant parler tout simplement de troubles alimentaires pédiatriques. Donc, l'acronyme TAP, vous le verrez maintenant. Alors, c'est moche, TAP, mais c'est la traduction de Pediatric Feeding Disorders, qui est un consensus international qui a été créé par un gastro-entérologue américain sur le fait que finalement, cette multiplicité des causes, elle faisait partie de la définition, et vous allez voir pourquoi. Donc, il a défini les TAP comme une alimentation anormale pour l'âge. C'est intéressant parce qu'un enfant qui prend le biberon à 6 ans ou qui ne mange pas de morceaux, c'est un trouble alimentaire pédiatrique, mais associé à un dysfonctionnement, donc soit médical, soit nutritionnel, soit praxique sensoriel, ce que les Anglais disent skills, les compétences alimentaires, il n'y a pas vraiment la traduction en français, ou des conséquences psychosociales, qui est chronique et qui n'est pas liée à une volonté de maigrir. Donc on exite l'anorexie mentale et toutes ces pathologies qui comportent une dysmorphophobie, et évidemment à l'exclusion des carences exogènes. Hein. Et donc les 4 critères somatiques, nutritionnels, skills, donc dysfonction aux habiletés et difficultés psychosociales, doivent être analysés chaque fois qu'on voit un enfant qui s'alimente mal, que ce soit un enfant Charge ou un autre, parce que c'est une pathologie qui est ultra fréquente chez les enfants ordinaires comme chez les enfants malades. Donc voilà, les 4 facteurs. Hein, médicaux, ça veut dire quoi? Quels sont les organes en dessous qui peuvent être touchés? Nutritionnel, est-ce que ça a des conséquences sur la croissance ou sur les vitamines, le fer, etc. Comment cet enfant s'y prend pour s'alimenter? Est-ce qu'il a besoin d'écran? Est-ce qu'il a besoin d'une cuillère particulière? Est-ce que la position le gêne? Enfin, tout ce qui est mécanique, j'allais dire au sens large, et bien sûr tous les facteurs psychosociaux et affectifs que ça engendre. Et en fait, dans le Charge, il y a à peu près les 4 facteurs qui peuvent être impliqués. En premier, les facteurs médicaux, puisque beaucoup des organes mis en cause dans l'alimentation peuvent être abîmés dans le Charge. Donc là, si le pointeur veut bien, mais il ne veut pas, donc je vais y aller avec la flèche. Quels sont les organes, finalement? Organes au sens organe, hein, pas au sens contexte ni psychologie. Là, on est dans le hardcore, on est dans les facteurs médicaux purs. Eh bien, le grand, chez le bébé, parce qu'on va beaucoup parler de petit, hein, la pathologie alimentaire, elle concerne essentiellement le petit. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé va sentir la faim et qui va déclencher le réflexe de coordonner sa succion, sa déglutition, sa ventilation? Eh bien, c'est son tronc cérébral, en particulier ses nerfs crâniens. Je vous avais dit hier qu'ils étaient en tranches de saucisson, comme ça, les uns de 3 à 12. Eh bien, vous avez le petit schéma ici qui vous montre ça. Et donc, les nerfs crâniens dysfonctionnent et les interneurones dysfonctionnent. Donc, ça coordonne mal. Certains têtent bien, mais n'arrivent pas à coordonner téter et avaler. Certains avalent correctement, mais n'arrivent pas à respirer comme il faut entre 2 déglutitions. Donc, cette coordination, elle est médiée par le tronc cérébral, là. Donc, ça dysfonctionne sérieusement chez les enfants Charge. Bien sûr, pour pouvoir respirer et téter en même temps, il faut avoir le nez libre. Hein. Donc tout ce qui va être respiration nasale altérée, que ce soit par une atrésie ou par une hypoplasie ou par simplement le fait qu'on est enrhumé souvent, ça va être gêné. Quand on doit téter, on doit respirer avec un rythme relativement lent parce qu'il faut qu'on alterne. J'avale, je respire, j'avale, je respire, j'avale, je respire. Si vous respirez à toute allure, vous n'avez pas le temps d'avaler entre 2 respirations. Donc évidemment, toutes les pathologies cardiaques qui essoufflent vont gêner pour s'alimenter.
Pour pouvoir alterner ventilation, déglutition, etc., il faut un larynx qui soit tonique, parce que le larynx, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Alors quand il est mou, il fait... On lui demande un travail extrêmement rapide qu'il ne peut pas faire. Et du coup, la laryngomalacie est extrêmement fréquente chez les enfants charges. Quand ils grandissent et qu'ils doivent mastiquer, il faut un bon état dentaire, que ce soit en termes de carré ou en termes de position des dents pour malaxer. Lisa vous en reparlera dans 10 minutes. Il faut clairement une congruence entre les dents du haut et les dents du bas qui soit correcte. Sinon, on est gêné pour la mastication. Il faut évidemment, je fais le tour, donc je n'ai pas besoin de la flèche, ça me fait perdre du temps, mais vous voyez, si on continue de tourner, pour s'alimenter, il faut un tube digestif, évidemment, qui soit non seulement anatomiquement correct, donc atrésie de l'œsophage, rétrécissement, blablabla, vous voyez à mesure les possibilités de lésions chez les enfants charges, et qui soit correct sur le plan de sa motricité. Donc les reflux, le trouble moteur intestinal fréquent chez les enfants charges est également une difficulté. Et puis, l'estomac, l'œsophage, c'est un grand informateur du centre de la satiété, appétit. Si vous avez mal au ventre, vous ne mangez pas. Quand vous avez l'estomac plein, vous ne mangez pas. Il y a une circulation d'informations entre le tube digestif et l'hypothalamus, qui est le grand régulateur faim-satiété, qui est extrêmement direct, j'allais dire. Ça ne passe même pas par votre volonté. Vous ne vous dites pas j'ai plus faim parce que mon estomac, blabla. Non, votre estomac, il parle directement à votre hypothalamus sans vous demander votre avis. Donc c'est clair qu'un estomac qui dysfonctionne ou un estomac qui est nourri artificiellement ne va pas donner les mêmes informations à l'hypothalamus qu'un estomac classique. Bien sûr, les sens, mais pas que simplement l'olfaction. La gustation est préservée chez les enfants charges, même si l'olfaction ne l'est pas, on le verra dans 2 secondes. Mais pour s'alimenter, ce n'est pas que la gustation et l'olfaction. C'est aussi le visuel, c'est aussi le tactile. Quand vous êtes dans un grand restaurant, c'est joli, il y a une belle musique, c'est beau à regarder. Enfin bref, ce n'est pas uniquement ce que vous avez en bouche qui va faire que c'est agréable. Et puis, ça, c'est probablement pas altéré chez les enfants charges, c'est la régulation de l'appétit. La régulation de l'appétit, c'est le grand Manitou dans l'hypothalamus, faim, satiété, et le système limbique, qui est le système du plaisir. Alors, il n'est pas altéré de base, mais il est très stressé, ce système limbique, chez les enfants charges, parce que quand on a avalé de travers, quand on a été nourri artificiellement, quand on a eu mal au ventre, etc., c'est sûr que l'imprégnation émotive de l'alimentation, elle est négative pendant beaucoup de temps, et le système limbique, il est très fort pour vous faire aimer le gâteau au chocolat, mais il est très fort aussi pour vous faire détester quoi que ce soit quand il a imprimé des choses désagréables, parce qu'à côté, vous avez l'amygdale, qui est la région du stress, qui vous crache des informations négatives et qui va faire que le système peut se mettre très facilement en irritabilité et en négatif aussi vite qu'en positif. Donc, vous avez compris les difficultés potentielles chez ces enfants. Les facteurs nutritionnels. Alors, les facteurs nutritionnels, j'allais dire, c'est presque les moins atteints. Pourquoi ? Parce que les enfants charges qui ont des difficultés sont pris en charge très tôt, en fait. Les difficultés sont telles qu'on les compense, puisque la majorité des bébés diagnostiqués avec un charge ont besoin d'un soutien nutritionnel. Donc on le met, que ce soit par sonde ou par gastrostomie ensuite, que les bébés qui vont venir pour une cardiopathie congénitale, pour une atrésie de l'œsophage, chez qui on va ultérieurement poser le diagnostic de charge, sont déjà pris en charge sur le plan alimentaire. Donc finalement, c'est pas le plus compliqué, parce que quand ils ont des troubles suffisamment francs pour que les néonatologistes et les pédiatres les prennent en charge assez rapidement. Les skills, alors oui, ça dysfonctionne. Donc effectivement, pour pouvoir s'alimenter comme un grand enfant, c'est-à-dire mettre en bouche, il faut se tenir assis, il faut être droit sur sa chaise. Pour attraper le morceau, si vous êtes comme ça ne va pas le faire. Donc, le tonus, c'est super important pour l'alimentation. Il faut une motricité fine pour aller attraper les choses qui soient relativement développées. Je vous parle de la transition mixé-morceau, là, le 9, 10, 12 mois. Bien sûr, il faut avoir faim. Les parents me disent, mais il n'a jamais faim. Ben oui, il n'a jamais faim, il est nourri 12 heures la nuit. Pourquoi voulez-vous qu'il ait faim ? Je veux dire, il faut aussi avoir conscience de est-ce que cet enfant a l'appétit coupé ou pas par son soutien nutritionnel, qui est utile, ce n'est pas un reproche, mais il faut juste réaliser un petit peu et se mettre à sa place.
Le reflux, pareil. La dysmotricité, j'en ai parlé. La constipation, ils sont plus constipés que les autres parce que souvent, ils ont une alimentation dite semi-élémentaire. Hein, si vous ne mangez pas une alimentation avec des fibres, mais si vous mangez des trucs qui sont faits pour nourrir les enfants, ça marche très bien pour les nourrir, mais il n'y a pas un bol fécal qui soit très efficace, plus le trouble de motricité, donc beaucoup de constipation. Et puis encore, hein, les skills au niveau du carrefour aérodigestif, là, pour s'alimenter, j'essaie de parler moins vite parce que sinon la traductrice, elle va être... eh bien, il faut que vous puissiez avoir un carrefour sec, pas le nez bouché, etc. Et puis, les irritabilités sensorielles qu'on voit chez les enfants très sélectifs, qui mangent que blanc, ou que 3 aliments, ou que telle température, etc., c'est assez fréquent chez les enfants en charge. Pas tant que ça, parce que c'est très fréquent dans la population générale, hein, mais c'est vrai que certains qui peuvent avoir un petit peu plus de traits autistiques que les autres, peuvent avoir cette hypersensibilité qu'on voit chez énormément d'enfants autistes, et je rejoins ce que disait Tim hier, donc même s'il y a des traits autistiques, c'est pas de l'autisme au sens de la comparaison avec les autres, parce que les enfants, les vrais autistes, alors là, ils ont 90% de troubles alimentaires quand ils sont grands, ce qui n'est pas le cas des enfants Charles. Et puis, la pathologie, plus, je veux dire, le champ environnemental, c'est évident que quand on a été séparé de son bébé à la naissance, qu'on ne l'a pas nourri, on est un peu frustré, triste, etc., angoissé, qu'on n'a pas... Surtout quand c'est le premier, quand c'est pas le premier, ça va, parce qu'on sait ce que c'est que le développement normal de l'alimentation. Mais quand c'est le premier, c'est hyper dur de ensuite accompagner l'enfant dans la réalimentation quand il va aller mieux, parce que on n'a absolument pas les bases en fait pour comprendre la transition qui va se passer entre la succion, le mixé, les morceaux, tout ça, ça s'acquiert naturellement quand on a un bébé ordinaire. Mais quand il faut l'inventer sans avoir les fondations, elles sont absentes chez l'enfant parce qu'il n'y avait pas ce réflexe, et elles sont absentes chez les mères. Je veux dire mères parce que c'est vrai que pour le côté bébé, c'est quand même plus les mères qui sont en vulnérabilité, en brutalité pour y arriver. Donc, il y a évidemment des facteurs qui sont... négatif de ce point de vue-là aussi. Vous voyez, donc en fonction des enfants, tout ne peut ne pas être atteint, mais vous voyez un peu les risques que ça représente et donc l'attention que nous devons avoir à ce problème. Alors ça passe avec l'âge, il faut être patient, il faut respecter l'incompétence du carrefour. Hein. Moi je vois des enfants qui sont rééduqués, qui voient l'orthophoniste à 4 mois pour voir comment ils vont avaler. Non. Le réflexe de déglutition, c'est un réflexe, ça vient du tronc cérébral, c'est une partie très neurovégétative. Alors on peut protéger, on peut favoriser, on peut améliorer, on peut faire que l'environnement est favorable pour que la suite se mette bien en place. Mais un enfant qui graillonne, qui avale de travers, il ne faut pas forcer parce que c'est des expériences pas agréables du tout pour eux de faire des fausses routes, même s'ils sont habitués, même s'ils ont une sensibilité pharyngée qui est inférieure à la nôtre. On n'a pas envie, nous, quand on fait une fausse route, on tousse pendant un quart d'heure, on n'a pas envie de recommencer dans 5 minutes après. Hein. Donc il faut un peu se mettre à leur place aussi et ne pas forcer. Manger pour le plaisir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vachement difficile à faire comprendre aux parents. Hein. Il n'a jamais faim, oui, ok, mais vous, quand vous prenez votre dessert, vous n'avez plus faim. Pourquoi vous prenez une tarte aux fraises à la fin du repas? Ok. Donc ça, c'est un truc que l'on peut essayer de faire acquérir aux enfants, même quand ils sont nourris un peu artificiellement. Voilà, donc ça passe. Il y a quelques rares enfants très atteints sur le plan du carrefour aérodigestif, notamment qu'on n'arrive pas à sevrer de la trachéotomie. Je sais qu'il y en a un qu'on a croisé que je ne connais pas, que je salue. Mais ces enfants, à part ces enfants-là, les autres vont bien évoluer. Et je suis désolée parce que je n'ai pas vu la maman de Marine, donc je ne peux pas lui demander sa permission, mais je pense qu'elle ne m'en voudra pas de vous montrer cette petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a du son. Ah non, il n'y a pas de son. C'est pas grave, on n'a pas le temps de mettre le son. Alors, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Marine? Alors, Marine ne répond pas. Et puis, elle le répète. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Marine? Elle dit, je mange, maman. Et vous voyez cette façon qu'elle a de bourrer un peu dans sa bouche. Et ça, c'est intéressant. Et on va en reparler après le topo. Enfin, dans 15 secondes, si j'ai le temps de parler d'olfaction. Les dents, Lisa en parlera tout à l'heure. L'olfaction. Alors, comment ça marche? Pour que vous compreniez un petit peu ce que ça peut impliquer chez vos enfants. On respire par voie orthonasale. L'air passe par le nez. On respire par voie rétronasale. Ça, on sait moins. Hein, quand vous mangez, derrière, la cavité buccale, elle fait caisse de résonance, d'odorat, d'odorant, de fragrance,
qui viennent au même endroit, sur des petites cellules qui sont là, dans le nez. Et les odorants se dissolvent dans le mucus. Je vous parle de physiologie, je ne vous parlerai pas de pathologie, mais essayez à chaque étape de vous dire qu'est-ce qui peut dysfonctionner chez mon enfant ou qu'est-ce qui a pu dysfonctionner chez mon enfant. Donc le mucus, donc quand il est sec, blabla, vous voyez ce que je veux dire, quand il y a des infections ORL, blabla, et donc les odorants se dissolvent dans ce mucus et va rentrer dans des nerfs en fait, qui vont être transmis ici dans une région du cerveau qui s'appelle le bulbe olfactif et qui va transmettre, je vous le fais court, les informations olfactives. 5 minutes, ouais. C'est toujours moi qui commence, donc c'est toujours moi qui ai 10 minutes de moins, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Voilà. Alors, grand message, quand on dit c'est bon en cuisine, c'est 80% d'olfaction et que 20% de gustation au sens médical du terme. Alors, la gustation, c'est quoi ? Eh bien, c'est les 5 goûts primaires qui ont des récepteurs linguaux, sucré, salé, acide, amer, umami, qui est l'odeur de soja, l'odeur de protéines. Et ça, c'est sur la langue. Et ça, c'est pas médié par les mêmes nerfs. Et ça marche, a priori, même si peut-être, il y a un doute sur la partie nerveuse, mais en tout cas, la partie sensorielle, la partie récepteur gustatif sur la langue, c'est normal. Et vous avez vu d'ailleurs que ça ne va pas au même endroit. La gustation, ça va directement au tronc cérébral pour être transmis également à l'hypothalamus qui va dire c'est bon, c'est pas bon, je continue ou j'arrête. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que les enfants qui sont hyposmiques, ils ont une très bonne sensibilité du salé, acide, amer, et beaucoup moins de la subtilité d'un goût entre la fraise et la framboise. Ils ne font pas la différence. Ça, c'est le nez qui fait la différence. C'est pas la langue. Et puis sur la langue, vous avez aussi des récepteurs au chaud, au froid, à la pression, qui vont être plus importants chez les enfants charges que chez les autres enfants. Donc pourquoi ça peut être déficitaire ? C'est déficitaire pour toutes les raisons qui sont sur cette diapo, les flèches rouges, c'est-à-dire que vous avez une lésion, une malfinition de la région du cerveau la plus antérieure, je vous en ai parlé hier, le rhinencéphale, qui est aussi responsable du déficit pubertaire, qui est altéré, les muqueuses nasales, voilà, le rétronasal, si on est alimenté par sonde ou gastrostomie, on n'a pas grand-chose en bouche, d'où l'intérêt de donner un petit peu par la bouche, même si l'enfant mange. On ne doit pas essayer, on ne doit pas manger exclusivement par la sonde ou la gastrostomie, et puis c'est évident que si on a une trachéotomie, il n'y a pas de stimulation olfactive par le nez ou beaucoup moins. Alors, comment est-ce qu'on s'est aperçu qu'il y avait difficultés et déficit olfactif chez ces enfants ? L'idée est venue un peu conjointement des radiologues qui, en regardant les IRM des enfants, se sont dit c'est bizarre, ils n'ont pas de bulbe. Ok, bon. Et puis les endocrinologues, Graziella en particulier, s'est dit mais ce déficit finalement c'est l'hormone la plus antérieure, blabla. Et puis nous, on se dit, bon, attends, ok, on va essayer de le montrer. Effectivement, c'est un travail d'une de mes collègues et amies, Christelle Chalouis. On se dit, il faut qu'on voit si effectivement les enfants charges sentent bien ou pas. Et on s'est heurté au test, parce que tester l'olfaction, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi l'odeur de gazon ? C'est quoi l'odeur de crotte de cheval ? Il faut d'abord l'avoir senti, il faut ensuite s'en être souvenu, il faut savoir l'exprimer, donc c'était pas évident. Mais on ne s'est pas découragé et on a été voir des ORL d'adultes à l'hôpital Georges Pompidou et on leur a dit qu'est-ce que vous avez de validé chez l'adulte ? Nous, on va valider votre test chez les enfants. Et on a pris donc ce test Biolfa, qui est un test à la fois quantitatif, donc des seuils auxquels les enfants sentent, et qualitatif, type de mémorisation. On l'a simplifié et pour être sûr que ce soit compréhensible, on l'a fait chez des enfants sains. On a pris nos enfants, ceux des copains, bref, 25 gamins sont venus à Pompidou, des enfants entre 7 et 13 ans, donc pas tout petits, parce qu'il faut quand même pouvoir exprimer les choses, qui n'avaient pas de pathologie ORL aiguë. Et on a montré que leur test, adapté, on a mis des images pour que ce soit plus facile, pour que la banane, on a mis l'image de la banane pour qu'ils puissent... Bref, on a montré que c'était tout assez valide chez l'adulte, que les enfants avaient même une meilleure olfaction. Et ensuite, on a fait les enfants charges. On en a pris 14, dans les mêmes tranches d'âge, d'un enfant d'un niveau cognitif suffisant, à peu près de 6 ans d'âge développemental. On a aussi demandé aux parents comment est-ce qu'ils pensaient que leur enfant sent. On a regardé les IRM et on a montré qu'ils étaient tous au moins hyposmiques.
la moitié anosmique, c'est-à-dire 0 de seuil, et la moitié hyposmique, ça veut dire des seuils plus élevés, et une hyposmie légère, les autres des hyposmies assez franches. On a montré aussi que le sentiment parental était assez bon, finalement, quand on leur posait la question de savoir est-ce que votre enfant sent, beaucoup nous disaient finalement, je ne crois pas. On n'a pas trouvé de corrélation avec l'anatomie, ça veut dire qu'on ne peut pas dire sur l'IRM, voilà comment sont les bulbes de votre enfant, voilà comment il va sentir. C'est trop subtil, hein, c'est une indication qu'il va y avoir une atteinte, mais ils ont quasiment tous une atteinte. Donc ça. Mais on ne peut pas dire sur l'IRM à combien est ce degré d'hyposmie. Ce qui était intéressant aussi, il n'y avait pas assez d'enfants sur 13 pour pouvoir le faire statistiquement, mais on a montré qu'on les a séparés grosso modo en 2 groupes, les plus déficitaires sur le plan développemental et les moins déficitaires, et on a vu que la grande majorité des hyposmiques étaient quand même dans les plus déficitaires. Mais il n'y avait pas assez de chiffres pour qu'on puisse le dire. Il y avait quand même un enfant de très bon niveau qui était complètement anosmique. Donc il y a une corrélation, mais partielle. Et ce qui était amusant aussi, c'est que les plus hyposmiques, les plus anosmiques n'étaient pas ceux qui avaient eu la plus longue alimentation. Donc finalement, l'olfaction dans l'alimentation, c'est pas aussi grave que ça. Voilà, alors chez vous, chez moi, à quoi ça sert l'olfaction? Vous lirez la liste, vous la connaissez, c'est à la fois du plaisir, de l'alimentation, de l'approche des autres, de la communication, du plaisir. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de mal sentir? Quelles sont les conséquences pour vos enfants? Finalement, pas si dramatique que ça du tout. Pourquoi? Parce que l'anosmie congénitale est très différente de l'anosmie acquise. Vous avez appris l'anosmie acquise avec le Covid. Les gens qui vous ont dit « Ah, je mange du carton, c'est dégueu, je suis déprimé, je perds 3 kilos parce que je mange plus rien. » Donc, on a appris ensemble ce que c'était que l'hyposmie au Covid. Il y avait probablement de la gueusie aussi, donc c'était encore pire que l'anosmie pure. Hein. Mais bon, quand on est enrhumé, on se rend compte qu'on a moins d'appétence et qu'on ne va pas goûter un bon vin un jour on est enrhumé, ce serait dommage. L'anosmie congénitale, c'est très différent. Et il y a un modèle pour nous informer un petit peu de ce que ressentent ces adultes anosmiques, c'est le Kallmann de Morsier, qui est un autre syndrome qui touche uniquement la partie du rhinencéphale qui est touchée chez les enfants charges. Et il y a eu une étude sur 50 adultes Kallmann, comparés à 50 témoins, on les a interrogés sur leur comportement alimentaire, leur hygiène corporelle, est-ce qu'ils avaient plus d'accidents domestiques, quelle était leur vie intime, attachement, mariage, etc. Et on a comparé avec des gens appariés, de même statut social, etc., comme on sait faire en statistique. Et on a montré que il n'y avait pas de différence dans le comportement alimentaire, il n'y avait pas de différence dans la façon de se laver, il n'y avait pas de différence dans les liens d'attachement, mais il y avait plus d'accidents domestiques, parce que quand même, l'odorat, c'est et il y avait plus de sentiments dépressifs quand même, donc c'est pas inintéressant. Voilà, donc hypothèse constat chez vos enfants, l'effet sur l'alimentation, probablement ça participe au désintérêt initial, même si l'aspect organe malade est beaucoup plus franc, je pense quand même que ça participe. Et ensuite, c'est important de le savoir parce que ça participe aussi aux particularités alimentaires. Ça veut dire préférence pour un goût franc, préférence pour une texture X, préférence pour... ils font une différence entre un fjord et un yaourt de Danone. Pour nous, c'est pareil. Pour eux, c'est pas pareil. Parce que probablement, ils surdéveloppent leur capacité de discrimination des textures et il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. On leur donne ce qu'ils aiment et puis c'est tout. Hein. Est-ce que ça a un effet sur l'attachement maternel précoce ? On n'a aucun moyen de le montrer. Il y a quand même des études chez l'animal qui montrent que chez une souris qui n'a pas d'olfaction, elle ne va pas au sein de sa mère et elle meurt. Donc l'olfaction dans l'attachement précoce, il est quand même, chez l'animal en tout cas, très important. Nous, on a développé d'autres sens et d'autres capacités cérébrales qui font que ces sens un peu primaires sont moins importants. Mais dans le portage, on dit c'est le vestibule, mais voilà, ce sont des hypothèses. La relation aux autres, c'est pareil. On peut imaginer que ça a un effet, mais on ne l'a pas montré. Et du coup, un sens de plus dans une modulation multisensorielle fragilisée, c'est quand même super important parce que ce n'est pas que vision-audition, évidemment. Donc, que faire face à ça ? Il y en a quand même la moitié qui sont que hyposmiques, donc il faut y aller. Donc l'odeur x10, le foulard de maman, le jeu des odeurs, essayez d'éduquer un petit peu l'odorat, ça s'éduque. Quand vous avez un bon odorat, si vous voulez être né ou travailler chez un parfumeur, vous travaillez. Donc l'olfaction, ça se travaille. Et donc, pas travailler au sens... on peut jouer à sentir des choses.
hein, et pour essayer de réveiller un tout petit peu les capacités olfactives si elles existent. Respecter les goûts pour les textures, pour les températures, parce que c'est comme ça et qu'il n'y a aucune raison de vouloir faire autrement. Et puis, pour le danger, leur apprendre à reconnaître les odeurs acides et les odeurs de fumée. Vous avez dans votre capacité de discrimination olfactive une voie qui passe par le trijumeau, qui est un autre nerf qui n'est pas atteint. C'est l'odeur de piquant. Quand vous ouvrez un flacon d'acide chlorhydrique, vous partez en arrière. C'est pas l'odeur de l'acide chlorhydrique, c'est le piquant que vous sentez. Et ça, les enfants charges le sentent. Donc, pourquoi pas leur faire soit apprécier des odeurs acides. Est-ce que le citron passe un peu par le trijumeau? Probablement. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir discuter si on a le temps, mais on n'a pas le temps de discuter. Et puis, pour ceux qui se posent des questions, on a un site qui n'est pas du tout spécifique charge, hein, qu'on a fait sur tout ce qui est troubles alimentaires pédiatriques pour les parents comme pour les professionnels, qui s'appelle inforalité.fr, et vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai récupéré que 4 minutes sur les 10 qu'on m'avait volés. Merci.